Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Judith Belair. Et votre mardi, le mardi, votre spéciale femme, ce sont les vraies voix spéciales femmes. Elles gouvernent, elles inventent, elles transforment, elles résistent. Les femmes puissantes marquent l'histoire par leur intelligence, leur courage et leur capacité à ouvrir des voies nouvelles. Leur pouvoir ne se limite pas à l'autorité, il est aussi vision, transmission et audace, de l'art à l'activisme ou à l'entrepreneuriat. Elles redessinent les contours du monde. Micheline Pelletier-Decaux a saisi dans l'intimité d'un visage ou la tension d'un regard la puissance féminine de ce 20e siècle, du 20e siècle qui est passé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je la reçois. Bonsoir Micheline Pelletier-Decaux. Bonsoir. Bienvenue. Alors Micheline, vous êtes la première femme à avoir intégré l'agence Gamma. Vous êtes grand reporter et vous avez traversé 50 ans de bouleversements planétaires avec la fougue d'une intrépide et l'exigence d'une journaliste. Vous avez eu une sacrée vie, Micheline. Vous êtes une puissante. Il paraît, mais enfin, je me sens très humble par rapport à votre présentation. Voilà, je suis simplement un témoin qui essaye, en tout cas, de se passionner pour le travail des femmes et la façon dont elles vaquent dans leur vie quotidienne, leur travail, et puis quelques femmes leaders. Et alors, vous avez ouvert la voie quand même à la photographie de grand reportage. Il y avait aussi un peu Marie-Laure de Decker et il n'y avait pas de femme dans ce métier. C'était extrêmement misogyne. Oui. Une anecdote, je suis enceinte quand même jusqu'à 8 mois, j'étais chez Gamma. Je reviens un mois après avec mon bébé sous le bras et on me demande à qui il est. Ok. Bon. De tous les mecs de l'agence, avec des mecs pratiquement, on avait vu que j'étais enceinte. Incroyable. Voilà. Alors, vous êtes photographe du prix L'Oréal UNESCO pendant 11 ans. Vous avez été complice des lauréats du Nobel de la paix. Vous n'avez cessé de mettre en lumière ceux et surtout celles qui changent le monde. C'est ça qui vous intéresse, hein? Absolument, mais écoutez, j'ai essayé avec mes faibles moyens de photographe, d'abord, avant tout, d'écriture aussi, de sortir à la fois quelques femmes de l'ombre, quand il y avait de nouvelles femmes politiques en France, et puis des femmes très renommées. On peut parler là de Aung San Suu Kyi, de pas mal de prix Nobel. Alors, allez-y, racontez-nous la rencontre avec Aung San Suu Kyi, par exemple, quand même. Très compliqué, parce que ça se passe en 1999, c'était un projet pour l'an 2000. Tous les reporters photographes des agences dans le monde pratiquement entier avaient été sollicités pour faire des projets. Moi, j'avais dit, au fond, ce qui m'intéresse, c'est la paix. Et il y a un prix qui s'appelle le Nobel de la paix. Et un jour, je dis bien, ils l'ont mérité. Donc, je me suis mis en quête de tous ceux qui étaient vivants. Et en particulier, évidemment, la plus compliquée, Aung San Suu Kyi, qui était donc en Birmanie, leader de son mouvement, et qui était non pas emprisonnée, mais qui était assigné à résidence. Voilà, exactement, dans sa maison. Donc je suis partie pour la Birmanie avec l'aide de Georges Soros à l'époque, parce que Suu était malade, et donc je me suis arrêtée en Thaïlande pour prendre des médicaments et j'avais rendez-vous avec elle, mais il n'était pas question ni de la mettre en danger, ni de mettre mes contacts locaux en danger. J'ai donc joué à la touriste pendant 15 jours. Comme touriste, je n'ai rencontré que 2 Russes et une malheureuse Anglaise, parce qu'il n'y avait aucun tourisme en Birmanie à l'époque. Et puis, je me suis rendue un beau jour à l'ambassade de France et Suu n'avait le droit de bouger que pour aller à l'ambassade d'Angleterre et l'ambassade de France. Son mari étant mourant, elle essayait de l'appeler et son téléphone était coupé. Donc, elle avait 2 autorisations diplomatiques de sortie. Et c'est comme ça que je l'ai retrouvée et son mari était mort 3 semaines avant, en fait. Oh, quelle tristesse. Donc, quelle vie elle a eu, elle, hein? Très compliqué. Une vie extrêmement difficile. Il ne faut pas oublier que son père était général, qu'il a été assassiné quand elle avait 2 ans. Et qu'elle n'avait pas pu voir son mari, effectivement, avant sa mort non plus. Absolument, parce qu'elle mettait en danger. Ses enfants ont grandi loin d'elle aussi. Hein. Alors, les 2 garçons ont grandi près de leur père, à Oxford. Mais surtout, elle ne pouvait pas sortir du pays et laisser tous les gens de son parti qui étaient dans des culs de basse-fosse et elle sortir du pays. Donc c'était impossible. Une vraie femme de valeur et de fidélité. Alors il y a une autre femme importante dans votre parcours et dans votre vie, Micheline, c'est Françoise Giroud. Alors je remets un petit peu au centre qui ça, c'était quand même une journaliste et femme politique emblématique. Elle est devenue un modèle pour vous, c'est ce qui est noté, mais je ne sais pas si c'est pas un peu l'inverse aussi, parce qu'elle
qu'elle a écrit sur vous. Vous l'avez rencontrée à domicile entre 1980 et 1983. Et très vite... Avant. Ah oui, D'accord. J'ai dû la rencontrer, elle était encore ministre de la Culture. J'avais été envoyée avant Gamma par F Magazine, qui était un magazine pour les femmes à l'époque, fait par les Servan Schreiber. Bien sûr. Et j'ai frappé à la porte parce que tout ce qu'il faisait m'intéressait, et on m'a dit, vous êtes libre demain. J'ai dit, oui, pourquoi? Vous allez aller photographier Françoise Giroud. Alors j'étais arrivée avec un book, et ce qui les avait impressionnés, c'est que j'avais vécu chez les Pygmées, que j'avais fait beaucoup de portraits de gens assez célèbres déjà, et aussi des photos de paysages. Donc ils se sont dit, pardon, je vous arrête 2 secondes. Vous avez vécu chez les Pygmées? Oui, quand j'avais 17 ans. D'accord. Parce que j'avais fait un exposé à 12 ans. J'engage tous les enfants qui font des exposés sur des choses un peu passionnantes à poursuivre. Allez voir, en vrai. Et vos parents, ils vous ont laissé comme ça partir à 17 ans chez les Pygmées? 17 ans, j'ai dit que j'allais voir un camarade à Brazzaville, ce qui était vrai. Et puis je tournais un peu en rond à Brazzaville, et puis j'ai remonté le fleuve jusqu'en Centrafrique, et là j'ai vu des petits bonshommes à la peau beaucoup plus claire sur les rives, et j'ai dit, mais qui est cette tribu? Et on m'a répondu des Babinga, des Babenzélé, et tout d'un coup, tilt, je me suis dit, mais non, ce sont des Pygmées. Incroyable. Et c'était des Pygmées. Donc je suis partie en forêt avec les nomades. Et donc c'est grâce à ces Pygmées, quelque part, que vous êtes arrivée dans le bureau de Françoise Giroud. Je trouve ça génial. Mais oui, absolument, parce que ça les avait interloqués. Et dès la première rencontre, je sonne à la porte, évidemment les pieds en dedans, très impressionnée, parce que j'avais pas comme idole Johnny Hallyday ou Sylvie Vartan, mais plutôt Françoise Giroud, qui était maître en journalisme à l'Express, qui avait une plume d'éditorial géniale. Et donc voilà, et j'attendais que ce soit une personne qui travaillait chez elle qui m'ouvre la porte, mais elle m'a ouvert la porte et elle m'a dit, attendez, ma fermeture éclair est coincée, est-ce que vous pouvez m'aider? Et c'est comme ça que vous êtes devenus amis, en fait, parce que vous êtes devenus assez proches très vite. Je lui ai dit, mais vous n'allez pas mettre ça pour les photos? Elle avait une jupe plissée grise, et en effet sa fermeture était coincée. Je lui ai dit, mais ça correspond pas du tout. Et comment elle s'est habillée finalement, alors, pour vous? Finalement en noir, comme elle aimait bien d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi elle avait une jupe plissée. C'est drôle. Ça a été le début de notre amitié. Elle a dit, venez, choisissez. Et alors, elle a écrit sur vous, Françoise Giroud, après, hein? Oui, dans ses journaux, souvent. Voilà. Et alors, je m'appelle Micheline P, Micheline D. Point. Alors, et voilà, oui, on est devenu, c'était ma seconde mère, oui, certainement. J'ai grandi par elle et pour elle. C'est magnifique ce que vous dites, Micheline Pelletier. Vous n'êtes pas contentée de faire des portraits, vous avez composé au fil des décennies une espèce de mémoire sensible, en fait, j'ai envie de dire, du pouvoir féminin, parce qu'on va parler des autres femmes, bien sûr, que vous avez photographiées dans un instant. Bien sûr, évidemment. Mais c'est ça, c'est une mémoire sensible que vous nous laissez, et qui nous permettent de mieux comprendre aussi ces femmes d'exception et de pouvoir. Ce qui a été très intéressant, vous avez cité L'Oréal UNESCO, le prix des femmes scientifiques pour Women in Science, et j'ai eu la chance d'avoir une carte blanche pendant 11 ans, donc de faire le tour du globe, 5 femmes, 5 continents. Et ce qui était passionnant, c'est de voir comment elles avaient pu rompre ce fameux plafond de verre. Il s'agit de sciences, de physique et de biologie. Et j'allais aussi bien au fin fond du Nigeria, avec une femme qui, à Ibadan, donc même pas à Lagos dans la capitale, se baladait dans les écoles avec un générateur pour passer des films aux enfants et leur expliquer que s'ils étaient porteurs de sickle cell, donc ils faisaient des analyses, après ils donnaient des petits rubans roses ou bleus, il fallait absolument pas, quand ils seraient amoureux plus tard, ils se mettent en compagnie, si je puis dire, de ces rubans qui étaient de la même couleur que le leur, parce qu'ils transmettaient une maladie qui rendait en fait les enfants une espèce de neuropathie et qui en faisait des handicapés. Et ça touchait vraiment 10% des Nigériens. Donc c'est énorme. Alors vous allez pouvoir continuer à nous raconter tout ça, Micheline, dans un instant, puisque vous savez, à la radio, on a des petites coupures. Alors dans un instant, vous allez nous raconter justement toutes vos aventures, et puis évidemment Simone Veil aussi. C'est un spécial Femmes puissantes, chères auditrices, chers auditeurs, avec l'incroyable photographe et grand reporter Micheline Pelletier Decaux. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Judith Belair. Et on continue ce spécial Femmes puissantes avec Micheline Pelletier, photographe de l'essentiel, qui a su capter la lumière, la gravité ou l'insolence de celles qui ont marqué leur époque. Alors Micheline, derrière votre objectif, il y a eu Simone Veil, Françoise Giroud, Simone de Beauvoir par exemple. Alors vous nous avez parlé de Françoise Giroud, maintenant on a envie d'en savoir plus sur Simone Veil. Racontez-nous cette rencontre incroyable avec cette femme quand même qui a changé le monde. Vous êtes avec nous Micheline ? Micheline Pelletier n'est plus là. Micheline Pelletier est là. Elle est là. Ça avait coupé. Ok, alors, donc oui, je vous parlais de Simone Veil. Racontez-nous cette rencontre avec Simone Veil, Micheline. Alors, juste un mot pour finir les femmes de science. Oui, vous aviez allez-y. aussi bien d'une des plus grandes universités américaines, comme le MIT, comme je vous l'ai dit, au fond du Nigeria. Voilà. Ouais. Donc, la disparité de ces femmes était Alors là, juste pour faire une remise en contexte pour nos auditeurs, vous nous parlez des femmes scientifiques qui sont lauréates du prix lauréat l'UNESCO que vous avez photographié pendant 11 ans. Et dont certaines ont eu le prix Nobel de Magnifique. médecine ou de physique. Voilà, Magnifique. Ça fait du bien des femmes qui ont des prix Nobel quand même. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Il y en avait 2% quand j'ai commencé. Maintenant, il y en a 3,5%. Vous êtes d'accord, Micheline, vous qui fréquentez beaucoup de femmes puissantes et qui les avez vues évoluer depuis un certain nombre d'années, que quand même il y a un gros problème d'invisibilisation des femmes, notamment dans les milieux scientifiques et dans les milieux d'ingénierie, etc. Alors que finalement, il y en a quand même pas mal des femmes qui font des choses. En général, elles sont assez excellentes. Elles dominent. Et puis, à un moment, ce travail étant tellement prenant, parce que quand on fait de la recherche, on a envie de trouver, comme chacun sait. Et donc, quand on a des enfants, quand on a une famille, quand on a ce qu'on appelle aujourd'hui une charge mentale, c'est très compliqué de s'adonner à la science complètement. C'est une vocation, la science. Donc, vous pensez que c'est aussi parce que peut-être elle se donne pas les moyens elle-même de se dire que c'est possible maintenant, même si on a un emploi du temps plus compliqué, tout est faisable. Oui, tout est faisable pour certaines. J'en connais quelques-unes, par exemple, qui avaient 4 enfants, qui sont venues dans des universités étrangères où elles ont été prises en stage et qui ont caché qu'elles avaient des enfants. Ah ouais. Parce que si elles disaient j'ai 4 enfants, on les prenait pas. Eh ben dis donc. Donc j'en connais une comme ça, une Chilienne qui est venue travailler à Strasbourg dans un grand laboratoire. Voilà. Alors racontez-nous Simone Veil. Alors, juste une petite remise en contexte pour les auditrices, les auditeurs. C'était notre ministre de la Santé en 1978. C'est la première femme qui a dirigé l'Europe, la Commission européenne. C'est l'auteur de la loi sur l'avortement. Et puis elle a dit plusieurs fois sur vous. D'ailleurs, elle l'a dit en partant, je crois, de votre première séance. Je ne me ferai plus photographier que par des femmes. Alors pourquoi ? Eh bien c'est simple, donc j'étais arrivée pour la photographier, elle était ministre à l'époque, et je lui avais fait remarquer délicatement qu'elle avait du rouge à lèvres sur les dents. C'est-à-dire que Simone, se regardant à peine dans les miroirs, quand elle se maquillait, elle va vite laisser une trace sur les dents. Donc c'était délicat, mais je lui ai dit, et ensuite je lui ai dit, vous savez, des petites boucles d'oreilles en perles, ça éclaire le visage, et je lui ai passé les miennes. Et elle en a porté d'ailleurs ensuite très régulièrement. Et quand je lui ai envoyé les photos, elle m'a écrit. Ah, c'est pour ça qu'elle mettait des petites perles aux oreilles. C'est grâce à vous. Voilà, parce que ça illumine le visage quand on se fait photographier. Ça donne une lumière. Et alors, quand vous arrivez devant une femme de cette envergure, quand même, est-ce que vous êtes impressionné ? Comment ça se passe ? Comment a été le premier contact ? Écoutez, j'avais la bravoure des timides. Je fais la distinction entre la bravoure et le courage, c'est-à-dire que c'est inconscient la bravoure. Et la témérité est inconsciente. Et donc, vous savez, je mettais le pied dans la porte. Un jour, j'ai dû photographier un monsieur très célèbre et pour casser le problème de timidité, j'ai fait semblant de ne pas savoir ouvrir mon pied photo. Alors, il s'est précipité pour l'ouvrir, ça a rompu la glace. Il y a des petits trucs comme ça. Voilà. Mais pour en revenir à Simone Veil, c'était une femme très extraordinaire, pas facile. Oui. Très dure dans le travail, donc elle appréciait d'avoir en face d'elle des professionnels. Et elle ne pardonnait rien, et donc je l'ai suivie pendant 35 ans, à partir de 77, 78,
ensuite le Parlement européen, et puis j'ai continué de la suivre très régulièrement. Micheline, après j'ai envie de dire, quand on est une femme, voilà, quand on est une femme qui a vécu ce qu'elle a vécu et qui a pris le gouvernail comme elle l'a fait, la dureté, ça va avec, c'est obligatoire, j'ai envie de dire. C'est obligatoire. On est sans concession. Là, on ne peut plus faire de concession. Non, c'est évident. Et c'était une espèce d'arrachement. On sentait cette violence. Elle pardonnait rien et elle avait raison. Elle avait raison, surtout en politique. Et c'est comme ça qu'elle s'est imposée. C'est compliqué pour une femme de faire de la politique. Ouais. Je me souviens d'Elisabeth Guigou. On évite taxer d'hystériques. Mais oui, absolument. Moi, j'ai suivi Elisabeth Guigou depuis les cantonales. Dans Midi, vous imaginez, c'était tout juste si on lui tapait pas sur les fesses et on lui disait pas, allez voir ailleurs, ma belle. Et en plus, elle était ravissante. Donc, les femmes qui sont belles, en plus, c'est encore plus compliqué pour elles. Ouais. Et alors, il y a aussi Simone de Beauvoir, hein, la grande figure féministe majeure qu'on connaît tous, que vous avez capturée chez elle, je crois, en 1983, si je me trompe pas. Bien avant ça, en 79, bien avant aussi. Ouh, j'ai pas les bonnes dates. Non, en 79, avant de partir en Iran, tout simplement parce que quand Khomeini est arrivé au pouvoir, on a été absolument terrifiés. Les femmes ont vraiment voulu tendre la main aux femmes iraniennes. Et on est parti 10 journalistes, Martine Franck, Claude Servan-Schreiber, Michel Manceau, enfin des journalistes pointus. On est toutes parties en Iran, en délégation, on était 10. Et on a rencontré les avocats de ces femmes parce que ça commençait, tout le monde était en tchador. Enfin, c'était, on a compris qu'elles allaient être enfermées, ligotées, comme elles le sont aujourd'hui en Afghanistan. Et elles ont un courage exceptionnel. Et ensuite, j'ai suivi Shirin Ebadi quand elle a eu le prix Nobel de la paix et qu'elle est rentrée chez elle en Iran, où on a été bastonnés. Ah oui. Dès qu'elle est arrivée sur l'aéroport, on a été bastonnés. La foule s'était massée pour l'accueillir. Et comme d'habitude, ils ont étouffé ce mouvement. Il y avait au moins 20 000, 30 000 personnes qui étaient arrivées vers l'aéroport. Ils ont détourné l'avion vers l'aéroport d'où on partait en pèlerinage pour la Mecque. Mais les gens ont compris qu'on détournait l'avion. Ils ont suivi et elle, finalement, juchée sur un bidon d'essence, elle a pu avoir un haut-parleur pendant qu'on lui tapait sur les jambes, que la police des mœurs lui tapait sur les jambes et s'adressait plus ou moins à la foule. Et puis, elle avait été en prison, il ne faut pas oublier. Elle était juge, elle a dû devenir avocate parce que c'était interdit pour une femme d'être juge, parce qu'on ne pouvait pas dominer la chose. Donc, et on pense à nos sœurs iraniennes, hein, effectivement, Micheline, hein, qui souffrent actuellement encore et toujours de ce régime et qui sont d'un courage incroyable. On pense notamment d'ailleurs à une association française que j'ai plaisir à recevoir régulièrement ici, qui s'appelle Femmes Azadi, qui est menée notamment par Mona Jafarian, et qui sont des femmes de courage, puisque ce sont des femmes qui en plus sont sous protection policière maintenant, hein, parce qu'elles sont clairement menacées. Donc voilà, c'est des femmes qui s'engagent. On va continuer avec vous et vous allez rester avec nous, Micheline, parce qu'ensuite nous recevons 2 témoignages d'auditrices, figurez-vous, des auditrices de Sud Radio. Alors il y a Lily, qui est conductrice de bus, passionnée de mécanique et psychothérapeute. Donc elle a un quotidien peu ordinaire. On a envie d'en savoir plus. Et puis il y a aussi Valérie Degarche qui elle, pardonnez-moi, est ingénieure informatique et voilà, qui a plein de choses à nous raconter aussi. Restez avec nous surtout pour la continuité de cette émission, Les Femmes Puissantes. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-20h. Judith Belair. Et on continue cette spéciale Femmes puissantes avec la photographe des femmes de l'essentiel qui a su capter leur lumière, Micheline Pelletier. Et puis on accueille aussi 2 auditrices, parce que vous le savez, Sud Radio, c'est votre radio, 0826 300 300. Vous pouvez réagir, nous appeler, nous raconter ce que vous avez envie de dire. C'est le Parlons vrai. On accueille donc Lily qui nous appelle de Cestas en Gironde. Bonsoir Lily. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Et puis Valérie qui nous appelle de Garches dans les Hauts-de-Seine. Bonsoir Valérie. Bonsoir Judith. Alors Micheline, je vous garde avec nous parce que je voudrais que vous écoutiez ces destins un peu particuliers justement de femmes puissantes, chacune dans leur style. Nous avons Lily. On commence avec vous Lily. Vous êtes conductrice de bus, donc voilà. Et alors vous êtes passionnée de mécanique. Et en plus de ça, vous êtes psychothérapeute puisque vous avez monté un cabinet de psychothérapie.
Alors c'est un parcours peu ordinaire. Racontez-nous un petit peu ce parcours. Et il est tout jeune. Alors j'ai du mal avec le terme femme puissante parce que je me considère pas comme ça. Ah bon? Pourquoi vous ne considérez pas comme ça? Parce que je ne pense pas faire quelque chose je sais pas, c'est mon positionnement. Quand on est à la barre de sa vie, on est puissant. Qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs. Donc voilà, vous êtes à la barre de votre vie a priori. Oui. Moi, je suis à la base je suis motarde. Donc c'est déjà un symbole de liberté pour moi. Être seule sur sa machine, maîtresse de sa route, de ses décisions. Et j'ai pas choisi le métier de conductrice de bus. J'ai vu passer une offre d'emploi, un CDI. Donc j'en avais besoin à ce moment-là. J'ai terminé mes études. Et du coup, c'est une opportunité pour moi. Donc je me suis fait financer le permis. Oui. Et donc depuis, je suis conductrice. Et vous êtes conductrice poids lourd en fait, hein, c'est ça, parce qu'on conduit un bus, on sait conduire un gros camion, quoi. Oui. Alors c'est pas vraiment un poids lourd, un engin de bâtiment, vous savez, pour les BTP. Oui. C'est les transports en commun, quoi. Bon, c'est quand même. Il y a du monde dedans, ça pèse lourd. Voilà. Voilà. Et en parallèle, j'avais besoin de financer mon projet. J'écoutais à ce que disait l'invité tout à l'heure. Effectivement, ça n'a pas été tout au repos. Micheline, oui. Puisque j'ai quitté la première société qui m'a recrutée parce que c'était très difficile de s'affirmer en tant que femme. Pourquoi? Parce que vous étiez pas prise en compte de la même manière? Pas du tout. C'était vraiment, ça a été compliqué. Même si, en fait, on ne jugeait pas mon travail en tant que conductrice, donc il n'avait rien à me reprocher, mais reprochait beaucoup le fait que j'avais toujours ce côté. Je combattais l'injustice. Voilà, j'étais. Vous faisiez trop de bruit, quoi. On dit ça souvent des femmes, qu'elles font trop de bruit. Voilà, c'était exactement ça, et c'était très compliqué. Et j'ai quitté ma première société. Je suis maintenant dans la fonction publique territoriale, où je m'occupe des transports des personnes âgées. C'est plus un rapport un petit peu avec mon côté humain, voilà. Et alors, dites-nous 2 mots quand même sur ce cabinet de psychothérapie. Alors oui, donc j'ai fait mes études en psychologie et j'ai eu des difficultés pour me lancer parce que pas confiance encore, je me sentais pas légitime. Et puis donc j'ai démarré il y a à peine 1 an. C'est tout jeune. Et donc j'accompagne les personnes, les profils plus les profils d'enfants. C'est pas les profils adultes. Je suis pas encore très aguerrie. Voilà. Et puis c'est en rapport à mon histoire propre. Voilà. Donc, d'accord. Alors, Micheline Pelletier, vous entendez ce que nous raconte Lily? Oui, j'entends. Je suis admirative parce que c'est difficile. Et je comprends très bien sur le milieu masculin, en effet, des conducteurs de transport en commun, comment ça a dû être difficile et impossible, malheureusement, de se faire accepter. Et alors, ce qu'on entend surtout, c'est que dans votre réaction, Lily, et puis Micheline, vous pouvez rebondir là-dessus, parce que vous nous en avez parlé tout à l'heure, c'est cette espèce de sentiment d'imposture dont souffrent les femmes, en fait, en général. Elles ont l'impression qu'elles n'y arriveront pas, ou qu'elles ne sont pas faites pour ça, alors qu'elles le font parfois mieux que certains hommes. Alors, si vous voulez une phrase, ce que disait Françoise Giroud, elle disait que justement, pour réussir, une femme devait être bien meilleure qu'un homme. Et le jour où il y aurait au pouvoir, ou dans une entreprise, ou en politique, une femme qui soit moins bonne qu'un homme, ce jour-là, les femmes auront gagné. C'est ça. Donc le jour où elles seront plus, où les compétences seront moins bonnes. Lily, qu'est-ce que ça vous, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Parce que on sent dans votre voix, vous dites, je suis pas légitime, je suis pas encore bonne, je suis pas encore ci, je suis pas encore ça. Mais le fait d'avoir finalement pris l'action et le gouvernail, le volant de votre voiture, j'ai envie de dire en fait, puisque vous êtes conductrice en plus, finalement c'est quand même un acte de courage. Donc il faudrait vous débarrasser de cette espèce de sentiment de ne pas être à votre place. Oui. Et pour autant, vous avez raison, mais
il y en a beaucoup qui sont restés, qui n'étaient pas d'accord avec la hiérarchie et qui m'ont dit, il y en a qui résistent comme toi et il y en a qui s'en vont. Voilà, donc j'ai fait partie de ceux qui ont résisté. Bon, j'ai fini par partir pour mon bien-être, pour ma santé mentale, et au final, j'ai bien fait de prendre cette décision puisque j'ai trouvé un lieu, un poste dans le territorial qui correspond un peu plus qui me correspond un peu plus. Donc bon, j'ai pris la peine j'ai pris la décision de partir et je suis contente de l'avoir fait. Bravo Lily. Vous restez avec nous. On a aussi Valérie qui nous appelle de Garches dans les Hauts-de-Seine. Valérie, vous êtes là ? Oui. Alors vous Valérie, bonsoir. Ça m'intéresse tout particulièrement. Bonsoir, bienvenue. Votre profil, parce que vous êtes ingénieur informatique, vous avez fait une formation, vous n'êtes pas diplômé, mais vous avez complété votre école de commerce. Mais alors l'ingénierie, en général, c'est quand même vraiment un secteur en souffrance. Il y a très peu de femmes. Donc racontez-nous un peu votre parcours. Voilà, alors effectivement, moi j'étais diplômée d'une grande école de commerce en marketing et finance et je voulais travailler dans l'industrie des cosmétiques. Et en fait, le hasard de la vie a voulu que je me présente dans une grande société d'informatique en France parce que ils avaient des tests très réputés et donc je voulais m'entraîner pour aller travailler dans les cosmétiques. Et en fait, comme j'ai très très bien réussi les tests, ils m'ont pris tout de suite et je suis rentrée dans l'informatique. Alors que c'était pas du tout au départ mon projet professionnel. Et effectivement, à l'époque, on n'était que 20% de femmes. Et donc, quand je suis rentrée là, j'ai eu une formation à l'informatique qui a duré 6 mois, 9 mois, qui était sanctionnée après par, il y avait un classement et tout. Donc, on était avec des hommes, des garçons qui sortaient de l'école polytechnique, etc. Et à chaque fois, j'ai compris que pour réussir, il fallait s'imposer. S'imposer, c'était déjà d'être dans les meilleurs, d'avoir toujours les meilleurs résultats. Donc, j'avais terminé major de ma promo de la formation interne. Et puis après, j'ai navigué dans plein de métiers, y compris à diriger des équipes jusqu'à 33 personnes, des équipes de femmes et des équipes d'hommes. Et je me suis rendu compte que les hommes, ils n'hésitaient pas à réclamer des augmentations de salaire, des promotions, alors que les femmes, elles attendaient qu'on reconnaisse leur mérite. Et j'ai mis 10 ans avant de comprendre qu'il fallait pas attendre. Il fallait réclamer pour pour avancer, pour progresser, et voilà. Et c'est vrai qu'il faut être faut être dans les meilleurs pour être légitime et pouvoir être sélectionné quand il y a des postes qui se libèrent. Ne pas hésiter à le faire savoir. Faut pas avoir honte de dire j'ai envie de faire ça, j'ai envie de diriger des équipes et voilà. Et on y arrive. Voilà. Alors ça résonne avec ce que nous disait Micheline Pelletier de Françoise Giroud, Micheline. Qu'est-ce que ça vous évoque, Micheline, quand on entend dans la bouche de Valérie que les femmes attendent et les hommes réclament? Écoutez, je pense que la génération qui nous suit, je ne sais pas l'âge qu'ont Lily et votre autre interlocutrice, et Valérie, mais moi je vois que ma fille n'hésite pas à parler salaire quand elle est rentrée dans une grande entreprise. Quel âge votre fille ? Elle a 40 ans aujourd'hui, et à 25 ans, elle n'a pas hésité à aller voir la DRH. Mais c'est parce qu'elle vous a comme mère. Mais voilà, je pense que tout ça pour en venir à l'éducation et sans concession qu'on doit faire auprès de nos garçons comme auprès de nos filles, et que c'est ça qui est important. Et je pense que dans ce genre de problématiques vraiment très importantes, on devrait nous éduquer dès l'école. Bien sûr. Vous êtes d'accord, Lily, Valérie? Lily, tiens, vous pensez que vraiment... Alors vous, par exemple, est-ce que vous avez des enfants, Lily? Oui, j'ai une fille de 11 ans. Alors, vous l'éduquez comme ça, justement, comme nous dit Micheline? À pas hésiter à y aller? En ce sens, oui. Enfin, je l'éduque plus dans la direction de communiquer, communiquer ses désaccords et ses accords, le verbaliser. Mais effectivement, Micheline a raison. Il faut le faire très très tôt, quoi. Bien sûr.
Et vous, Valérie, comment ça se passe? Alors, vous avez des enfants aussi? Alors moi, oui, j'ai 3 enfants, dont 2 filles de 25 et 30 ans. Ah oui. Et en fait, moi je les ai éduquées en leur transmettant justement le fait de s'affirmer, et effectivement voilà, je leur ai donné les clés. Je leur ai donné les clés de ce que j'ai pu apprendre dans mon passage dans l'entreprise. Et elles sont effectivement, hein, elles le font sans attendre, elles, maintenant. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un changement au niveau des générations. Après, c'est vrai aussi que les entreprises sont plus mixtes qu'avant. Oui. Moi, je vois dans l'informatique, c'est plus 80% d'hommes, hein. On est presque à moitié-moitié. Donc bravo, parce qu'il y a encore d'autres métiers qui sont très en souffrance dans l'ingénierie, notamment, et puis dans la tech. Alors là, c'est carrément catastrophique, hein. Donc je pense que il y a encore des places à prendre. Intelligence artificielle, programmation, c'est encore très masculin. Mais non, mais sinon, au global, l'entreprise s'est beaucoup féminisée. Ça a changé beaucoup de choses aussi, hein. Et même au niveau des comités de direction, il y a eu quand même moi je trouve une bonne influence d'avoir, de pousser les femmes. C'était nécessaire, hein. C'était nécessaire à un moment donné pour arriver à percer ce plafond de verre. Donc finalement, si je vous écoute, mesdames, ce qu'on se dit, c'est qu'on est toutes les rôles modèles de quelqu'un. Qu'on ait des filles ou pas, d'ailleurs, il faut qu'on montre l'exemple pour les générations qui viennent. Et c'est ce que fait aussi Micheline. Absolument, hein? C'est ce qu'il faut. C'est par l'exemple, la preuve par l'exemple. Merci beaucoup Lily, je rappelle que vous nous appeliez de Cestas, merci de votre très joli témoignage et merci aussi à vous Valérie, vous nous appeliez de Garches. Vous savez, Sud Radio, c'est votre radio, 0826 300 300, vous pouvez toujours réagir à ce que vous entendez, à l'antenne. Et puis on reste avec la merveilleuse Micheline Pelletier qui a encore quelques petites histoires à nous sortir de ses tiroirs, on en est certain. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio libre. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Judith Belair. De la science à la politique, de l'art à l'activisme, à l'entrepreneuriat, ce sont les femmes aussi qui redessinent les contours du monde et puis qui les dessinent aussi, notamment en prenant des photos comme Micheline Pelletier-Decaux qui est avec nous. Micheline, vous êtes encore là ? Je suis toujours là. Alors, vous avez vu ces femmes incroyables qu'on vient d'entendre à l'instant là ? Ah oui, mais c'est émouvant parce qu'on sent la difficulté, la dureté de leur vie. Et alors moi, évidemment, Valérie, que Lily, mais parce qu'elle a voulu, quoi. Je dis toujours, il faut vouloir ce qu'on veut, mais elle est allée chercher avec les dents. Et c'est ça qui est exceptionnel, je veux dire. Je pense que malheureusement, on en est peut-être encore là, à aller chercher dans certains métiers avec les dents. Ah bah c'est clair, et notamment comme je disais tout à l'heure, il y a des métiers, hein, l'ingénierie, la tech et puis d'autres, où effectivement les hommes ont quand même encore toute la place, mais aussi parce que les femmes n'osent pas. Il y a un vrai problème du fait d'oser, on en parlait à l'instant, mais elles n'osent pas parce qu'elles se disent j'y arriverai pas. Mais je pense aussi qu'il y a un problème dans la parité, parce que le fait d'appliquer la parité fait que quelquefois on nomme des femmes complètement incompétentes et que ça nuit à l'image des femmes. Il y a un double problème. Enfin, c'est une vraie difficulté. Et il faut que les femmes soient plus fonceuses, mais il faut tout pour faire un monde aussi. Donc tout ça est très complexe. Et puis il faudra encore du temps. Je veux dire, on a mis au Moyen Âge, les femmes étaient très puissantes. Beaucoup plus qu'à la Renaissance, j'ai appris ça. Oui, effectivement. Voilà, oui, et on est revenu complètement en arrière pendant 5 siècles. C'est elliptique, hein. Donc c'est fou, quoi. Mais plus on va, plus on rentre dans un monde technique, parce que maintenant on est vraiment victime de la technologie. Bien sûr. Plus on rentre dans ce monde technique, plus les femmes ont de difficulté à s'affirmer. Et donc, je trouve par exemple, si on revient aux études, ces options qu'on prend à la fin de la seconde, extrêmement pénalisantes pour les femmes, parce que à 15 ans, est-ce qu'on a assez confiance en soi, ou à 16 ans, est-ce qu'on a assez confiance en soi? Mais là, je vous coupe, Micheline, là c'est le rôle des parents et des mamans de donner confiance à leurs filles, même quand elles ont 15 ans, de se dire tu peux y aller, quoi.
Hein, ça passe par là. Ouais. Et ça passe aussi, permettez-moi, par l'éducation des garçons, quoi. Ben oui, complètement, c'est ce que je disais. Il faut élever nos garçons et nos filles à une égalité, pas forcément à une parité, mais à une égalité, surtout à vouloir, et pas être se sentir dévalorisé, se sentir, mais c'est très difficile, difficile. Alors une dernière petite anecdote avec vous, Micheline, quand même, hein, parce qu'il y a dans toutes ces femmes incroyables et puissantes que vous avez rencontrées, photographiées, il y a Catherine Deneuve. Alors Catherine Deneuve, c'est typiquement l'exemple de la femme qui était un peu la jeune sylphide, mais qui est devenue libre et qui est devenue tellement puissante justement et tellement iconique pour nous. Racontez-nous cette rencontre. Totalement. J'étais en fait sur un tournage à l'époque, c'est toujours Françoise Giroud, c'est le bon plaisir, vous vous souvenez, en fait l'histoire, d'ailleurs c'était très drôle parce que Françoise l'avait édité aux éditions Mazarine. Et donc il s'agit bien sûr d'une femme mais qu'il a un petit garçon et non pas une petite fille, mais en fait elle savait parfaitement que Mitterrand avait une enfant entre guillemets cachée. Tout le monde le savait a priori. Sur ce tournage, voilà, tout le monde le savait et en fait elle joue en gros le rôle de Mazarine Pinjot dans ce film. Et donc on lui demande d'obéir. En fin de compte, et de cacher cet enfant. Évidemment, le président de la République va la voir tout le soir, est avec elle tous les soirs, emmène sa petite fille adorée tous les week-ends dans un des châteaux de la République. Et c'est une copie conforme. Si vous revoyez le bon plaisir aujourd'hui, c'est en effet le bon plaisir d'un homme de pouvoir. Donc de cacher cet enfant. Donc Catherine Deneuve, c'est une actrice assez exceptionnelle. Je pense beaucoup quand je pense à elle, à Françoise d'Orléac, qui était sa sœur, qui est malheureusement morte tragiquement. Et c'était deux actrices exceptionnelles et Catherine a gagné sa liberté. Et ça, parce que en fait, quand on pense au grand cinéma français, on pense à elle, quoi. Mais voilà, et quand on pense pas seulement au grand cinéma français, on pense à Belle de Jour, à Buñuel, à tous ces grands cinéastes avec lesquels elle a tourné. Mais elle est une icône, elle est une des dernières grandes stars. Je me demande même si elle n'est pas la dernière de nos arrêtez, stars. Vous allez nous faire pleurer, Micheline Pelletier de Co. Il y a des actrices extraordinaires. Mais moins iconique, on va dire. C'est un monde, un autre monde. Alors, on va parler 2 minutes de vous, quand même, Micheline, parce qu'il nous reste 2 minutes ensemble. Alors, justement, quand même, je voudrais que vous décriviez. Si vous deviez vous décrire en 3 mots, par exemple, quels seraient les mots que vous choisisseriez? Rebelle. Ouais. Pour commencer. Ça serait le premier. Empathique, peut-être. J'aime les gens. D'ailleurs, je ne photographie que des gens a priori que j'aime. Sinon, vous n'arrivez pas. Ça ne passe pas très bien. Non. Donc pour moi c'est très important aussi de pouvoir un peu me mettre à la place des autres. Je photographie jamais quelqu'un sans avoir étudié sa vie, avoir lu ses livres, avoir vu ses films, etc. Il y a un vrai travail en amont. Bien sûr. Et c'est essentiel parce que si vous arrivez que vous n'avez pas un mot à dire, que vous êtes là, je veux dire, ça se passe mal. La culture c'est essentiel, on peut le dire, oui. C'est très important. La culture, être cultivé, se cultiver. Et se cultiver tout au long de la vie. On apprend tout le temps et ne pas arriver avec une idée préconçue. T'as pas de certitude, en fait. Non, aucune certitude. Doutez. Qu'est-ce que vous auriez comme message à passer à une jeune femme qui veut devenir grand reporter comme vous et qui rencontre des difficultés? Eh bien, aujourd'hui, d'abord, c'est très compliqué parce qu'il y a de moins en moins, il y a de plus en plus de femmes sur le terrain. Alors, c'est très intéressant d'ailleurs quand on voit les Jacquemin, les autres, ce sont des femmes qui ont ouvert la voie, mais elles sont sur les guerres plus que les hommes. Et donc, en fait, elles ont chevillé au corps ce métier, cette vocation. Donc, prendre le risque aujourd'hui, aucun journal, aucune antenne de télévision, de radio ne vous enverra sur le terrain pour une question d'assurance. Donc, il faut se débrouiller tout seul et puis aller de l'avant à ses risques et périls. Il faut y aller sans lâcher le bout de la corde, quoi, tout droit. Absolument. Micheline Pelletier, il faut être première de cordée. Je vous aurais gardé avec moi encore 1 heure ou 2.
Je vous remercie. Vous êtes vraiment un grand reporter incroyable, une photographe incroyable. Vous avez traversé 50 ans de bouleversement planétaire. C'est un témoignage incroyable que le vôtre. Surtout, continuez à nous émerveiller. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Nous arrivons au terme de ce spécial Femmes puissantes. C'était un hommage vibrant à celles qui façonnent le monde avec courage, audace et engagement. Voilà, comme quoi les femmes, elles peuvent tout faire aussi. Et puis, merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage inspirant. On se retrouve à 17h demain pour les vraies voix de l'été avec Frédéric Brindel. Et puis tout de suite, c'est du côté des commerces avec Laurie Leclerc. Bis, bye bye. Du côté des commerces, avec Sud Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Tout l'été, nous mettons à l'honneur les commerçants participant au Trophée du commerce organisé par CCI France, la chambre de commerce et d'industrie. Et nous sommes avec Angèle Ferraris, gérante de la boutique Sancerre Lipopette à Sancerre, donc dans le Cher. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, félicitations puisque vous venez de remporter le Trophée du commerce, premier prix donc dans la catégorie expérience client, qualité d'accueil. Très belle récompense. Merci beaucoup. On va découvrir justement votre boutique. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom Sancerre Lipopette? Alors, Sancerre Lipopette, c'est un concept store qui est niché au cœur du village de Sancerre. Donc, on a 200 mètres carrés d'espace de vente et nous proposons des produits pour le quotidien, pour égayer le quotidien des petits et des grands. Des petits et des grands, d'accord, parce qu'au départ, vous étiez une boutique de jouets, c'est ça? Voilà, donc en fait, j'ai créé cette boutique il y a 18 ans et au tout départ, donc dans 50 mètres carrés dans un autre bâtiment et on était plutôt spécialisé jouets bois, jeux de société, cadeaux de naissance. Voilà. Et vous aviez un objectif à l'époque, redonner vie au centre-ville qui était en déclin? Voilà. Alors nous, on fait partie des premiers touchés un petit peu par le déclin commercial. Et c'est vrai que en quelques années, en 2-3 ans, on a beaucoup de commerces sont fermés et moi, j'étais très attachée à mon territoire et dans le potentiel de vivre la ruralité avec plaisir et je trouvais que tous ces commerces qui fermaient non, c'était pas l'avenir, il fallait absolument qu'on continue et donc c'est cette envie de proposer des choses, continuer à proposer des services, des produits à nos habitants et je pense que au final j'ai quand même eu raison de m'accrocher. Oui, le pari est réussi puisque vous parliez d'un centre-ville en déclin et vous avez pu au fur et à mesure agrandir votre boutique, donc ça a fonctionné. Voilà, alors ça s'est fait petit à petit, et puis ça s'est fait, je dirais, il a fallu quand même se réinventer souvent, s'adapter aux mutations de la société. Et on a agrandi parce que en fait, je pense que vraiment la clé, elle est dans de proposer un lieu d'accueil vraiment autour de l'expérience client et un beau lieu où on se sent bien, où on a envie de venir, pas que pour acheter, mais pour passer un moment agréable. Et donc on a vraiment misé aussi sur le lieu d'accueil. Donc on l'a fait évoluer au fur et à mesure des possibilités aussi financières. Ça se fait pas tout seul, mais petit à petit, avec passion, on a rénové un lieu pour aujourd'hui qui devienne vraiment un lieu d'expérience et puis tout en sélectionnant toujours des produits de manière assez fine, des produits qui ont des valeurs comme la durabilité, l'esthétique. Et en se basant un petit peu sur toutes ces valeurs et en s'accrochant à elles, en montrant qu'on peut faire un commerce plus durable, plus axé sur l'humain, en fait ça fonctionne. Et vous prolongez même l'expérience client au-delà de la boutique puisque vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, vous publiez souvent des vidéos? Oui, c'est vrai. Non, en fait, c'est vrai que c'est aussi le Covid qui a accéléré un petit peu ce passage. C'est que pendant le Covid, je me suis dit, mais si les gens ne peuvent pas venir dans la boutique pour
pour voir un petit peu ce qu'on propose, et ben nous on va aller chez eux. C'est génial. Et on va leur permettre de voir un petit peu ce qu'on propose et puis aussi apporter du conseil et tout ça d'une manière un petit peu ludique. Moi, c'est vrai que je dis souvent, mais je joue toute la journée en fait. Donc, les vidéos, c'est aussi continuer, sans se prendre trop au sérieux, mais à jouer et garder le lien avec nos clients. Et je pense que et notamment avec le Covid, je pense qu'ils y ont trouvé du sens. Merci beaucoup Angèle Ferraris, fondatrice et gérante de la boutique Sancerre-Lipopette, même nom sur les réseaux sociaux, c'est donc à Sancerre dans le Cher, et encore félicitations pour votre prix, catégorie expérience client et qualité d'accueil. Du côté des commerces, avec Sud Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Ensemble, soutenons nos commerçants. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.